commencer, évidemment. On va étudier la combustion d'une matière organique, une réaction d'oxydoréduction. Donc c'est dans le chapitre, c'est pas dans le chapitre structure des entités organiques, je me suis trompé, c'est dans le chapitre, j'ai modifié ça tout à l'heure, c'est dans le chapitre transformation physico-chimique. Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique. Alors conversion de l'énergie stockée dans la matière organique. Hop, je diminue un peu la taille de police. Voilà. Donc c'est un chapitre très important dans le sens pour votre culture générale scientifique, parce que la combustion d'une matière organique, brûler du pétrole, c'est ce que fait l'humanité depuis environ 200 ans. C'est ce qui lui permet d'avoir son niveau de vie, son train de vie. C'est ce qui a permis d'éviter les guerres pendant autant d'années, puisqu'on avait à notre disposition une source d'énergie infinie en faisant brûler des matières organiques issues des pétroles et des combustibles fossiles. Et du coup, ce qui nous a permis de maintenir un haut de niveau de vie, puisque, en gros, la combustion d'une matière organique dégage de l'énergie. Cette énergie, on la met dans une machine. Alors, je vais mettre ma webcam pendant que je parle. Hop. Cette énergie, on la met dans une machine, et cette machine travaille à notre place, et nous, pendant ce temps-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir à l'école, ou d'aller dans son bureau faire des fichiers Excel, pendant que la machine travaille à notre place. Si on n'a pas l'énergie pour faire marcher les machines grâce à cette matière organique, on n'a pas de machine. Si on n'a pas de machine, on va faire les trucs nous-mêmes. Et du coup, ben, tout le monde est dans les champs, personne à l'école, et fini le secrétariat et les autres métiers comme ça dans les bureaux. Donc la combustion d'une matière organique, c'est ce qui a permis la révolution industrielle, la première, et surtout la deuxième. Et c'est ce qui va probablement nous poser quelques petits soucis plus tard. Alors, je coupe ma cam, je la remettrai après. Hop. Excusez-moi, ouais, c'est bon. La combustion est une réaction d'oxydoréduction. Alors on va voir pourquoi. D'abord, quelques combustibles usuels. Alors les combustibles usuels, ce sont les combustibles, combustible c'est quelque chose qui brûle, issus de ressources fossiles non renouvelables. Bah, c'est quoi les ressources fossiles non renouvelables? Ce sont les dérivés du pétrole qu'on extrait du sous-sol, c'est le charbon, c'est l'essence. Il faut savoir que la quantité des combustibles non renouvelables est en déclin depuis 2006 dans les puits de pétrole et les mines à ciel ouvert qu'on dit conventionnelles. C'est ce qui a créé d'ailleurs la crise des subprimes. En fait, on s'est rendu compte que l'approvisionnement en pétrole, donc en énergie, ne suivait plus le développement économique, et ça a été masqué par une crise des subprimes dans l'immobilier, puisque l'immobilier est un actif dont on se sert pour corriger les effets de la croissance. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait plus assez d'énergie, ce qui a créé une crise en 2006, 2007, 2008, 2008 me semble-t-il. Donc vous étiez à peine né, et moi je m'en souviens très bien, il y a eu des millions de chômeurs, notamment aux États-Unis. Et ce qui a permis la reprise économique, c'est notre président Obama, prix Nobel de la paix, qui a autorisé l'extraction du pétrole de roche-mère, autrement appelé le pétrole de schiste aux États-Unis. Et ce qui a permis du coup de redonner une certaine quantité de pétrole et donc d'énergie au monde, et du coup de reprendre la croissance. Seulement, cette énergie est en déclin depuis, enfin, ces quantités de pétrole globalement, pétrole de schiste et pétrole conventionnel, est en déclin depuis 2018. Si vous voulez vous en convaincre, il suffit d'aller chercher sur les sites, sur des sites, vous tapez commerce international et vous verrez que le commerce international est en déclin depuis 2018. Donc il faut s'attendre à avoir une décroissance, notamment en plus avec la crise du coronavirus. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les combustibles renouvelables. Alors plein de gens vont vous dire qu'il y a des combustibles renouvelables, par exemple le biogaz, le bioéthanol, etc., etc. Moi j'en vois qu'un de combustible renouvelable, c'est le bois. Quand on brûle du bois, bah, le bois repousse, donc du coup il est renouvelable. Mais bien sûr, si bien sûr on lui laisse le temps de repousser, ce qui n'est pas gagné vu notre consommation humaine. Effectivement, si on se mettait à brûler tout le bois qu'on avait à notre disposition pour se chauffer et pour créer de l'énergie, le bois n'aurait pas le temps de repousser, et du coup le bois ne serait plus une ressource renouvelable. On déboiserait la terre. Donc en gros, il n'y a pas assez de bois sur Terre pour considérer le bois comme une ressource renouvelable. Il faudrait qu'on supprime à peu près la moitié de la population mondiale. Sinon, on n'a pas assez de bois. Mais on peut le considérer comme renouvelable puisqu'il repousse. Mais il faut bien faire attention aux échelles de temps. Petit rappel de seconde, une réaction de combustion, donc brûler. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est une réaction de combustion.
Hop, c'est ça, hein. Une réaction de combustion dégage de l'énergie. Donc la réaction en elle-même perd de l'énergie. On dit que c'est une réaction exothermique. Pourquoi exothermique? Parce que exo, ça veut dire hors de en grec. Donc hors de, la réaction perd de la chaleur. Exothermique, perd de la chaleur. C'est cette chaleur-là qu'on récupère pour créer de l'énergie. Donc réaction exothermique. En vrai, les réactions d'oxydoréduction, les réactions par exemple de combustion, sont des réactions d'oxydoréduction. Alors rappelez-vous ce que c'est une réaction d'oxydoréduction. D'abord, une réaction de combustion dans le dioxygène, donc le dioxygène qui est présent sur Terre, hein, l'oxygène si vous préférez, est de type A fois le combustible plus B fois le dioxygène donne C fois du CO2 plus D fois de l'H2O. Avec A, B, C et D qui sont des coefficients stoichiométriques, un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un combustible dans le dioxygène va donner du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et de l'eau, qui est également un gaz à effet de serre, il faut le savoir. Toutes les molécules qui composent plus de 3 atomes, C et O2, les 3 atomes, H2 et O, 3 atomes, toutes les molécules composées de 3 atomes favorisent l'effet de serre. Donc la vapeur d'eau favorise également l'effet de serre. Comment? Alors vous avez appris normalement en quatrième à équilibrer une réaction de combustible. On l'a vu peut-être en seconde dans certains exos au lycée. Mais en fait, il faut savoir qu'on peut résoudre une équation de combustion en considérant que ce sont des oxydoréductions. Les deux couples d'oxydoréduction, alors un petit rappel sur l'oxydoréduction, c'est un oxydant qui est là, l'oxygène est un oxydant, oxygène-oxydant, qui va réagir avec un réducteur. Ils vont échanger des électrons et vont donner un nouveau réducteur et un nouvel oxydant. Et pour ça, on fait intervenir des couples. Les couples redox, donc oxydoréductifs, sont le CO2 et le combustible. Et l'autre couple qui intervient, c'est le dioxygène et l'eau. Qu'est-ce que j'ai mis? Le combustible et les réducteurs, et le CO2 et l'oxydant produit. Et si O2, c'est l'oxydant réactif, et H2O, le réducteur produit. Donc en fait, le combustible est un réducteur, il va réagir avec un oxydant, il va donner un nouveau réducteur, et un nouveau oxydant, pardon, et un nouveau réducteur. La réaction de combustion est donc une réaction entre un réducteur combustible et un oxydant, le dioxygène. C'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, je vous rappelle, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction où il y a échange d'électrons sans qu'on le voit. Rassurez-vous, après je vous montrerai sur le tableau, je vous ferai un petit rappel. Par exemple, ici, on voit que le carbone perd des électrons et l'oxygène, il gagne des électrons. Donc en fait, le carbone donne des électrons à l'oxygène. Il y a échange d'électrons. Vous voyez? C'est ce que j'ai mis là. Le carbone perd des électrons, l'oxygène gagne des électrons, on obtient des nouvelles molécules. Mais quand il y a perte et gain d'électrons, c'est une réaction d'oxydoréduction. À la différence de ce que vous verrez en terminale, où parfois il y a perte et gain de H+, de protons, et là c'est une réaction acide-base. Mais là, nous, on voit ça, on voit que l'oxydoréduction en première. Un exemple concret. Alors, combustion d'un alcane, l'éthane. Alors, je vous rappelle comment on fait pour résoudre une équation d'oxydoréduction. Et après, rassurez-vous, je vous donnerai un exemple. Avant de passer à l'exemple concret, je vois qu'il y a une question de Maxime Lebleu. Pourtant, le PIB continue d'augmenter. Oui, effectivement, on est en déclin énergétique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pétrole, donc de moins en moins d'énergie, donc de moins en moins de chiffre d'affaires, mais la valeur des actifs présents sur cette planète augmente. Qu'est-ce qu'un actif? C'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et en fait, le PIB continue d'augmenter pour la bonne et simple raison que la population continue d'augmenter, que cette population, il faut la loger, et que donc le prix de l'immobilier continue d'augmenter. Donc en fait, le PIB corrélé au pétrole baisse, mais il est compensé par l'augmentation du prix de l'immobilier. Un appartement maintenant coûte beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Et c'est cette augmentation de l'immobilier, principalement, qui fait qu'on a l'impression que le PIB augmente. Si on retire l'immobilier dans le calcul du PIB, on observe une chute du PIB. Donc je reprends mon exemple concret sur la réaction d'oxydoréduction. Donc là, ça c'est de l'éthane, c'est un gaz issu du pétrole. CH3, CH3, que des C, que des H simplement liés, c'est un alcane. Comment faire? Alors il y aura toujours ce couple-là, puisqu'on brûle quelque chose dans de l'eau, dans de dioxygène, excusez-moi.
Donc il y aura toujours ce couple-là. Donc celui-là, en gros, si vous ne comprenez pas, il faut l'apprendre par cœur. On écrit les demi-équations redox dans le bon sens. Alors vous voyez, je mets le dioxygène en premier parce qu'on fait brûler dans du dioxygène et on produit de l'eau. Je mets le dioxygène en premier et on produit de l'eau. Vous voyez, j'ai mis réactif et produit. Le dioxygène possède 2 O. Ici, normalement, j'ai H2O. Donc je vais rajouter un 2 ici pour avoir 2 oxygènes. Et ensuite, je dois équilibrer les H. Ici, j'ai 2 fois 2, 4H. Donc ici, je vais mettre 4H+. Et ensuite, je dois équilibrer les charges. Ici, c'est neutre. Ici, j'ai 4H+. Donc pour que l'autre côté devienne neutre, je vais mettre 4 électrons. Je vérifie. 2 oxygènes, 4H, 4 plus, 4 moins. 2 oxygènes, 2 fois 2, 4H. C'est équilibré. Ici, le couple CO2-CH3, CH3. Alors le couple CO2-CH3, CH3, on l'écrit comme ça, puisqu'on met toujours l'oxydant en premier et le réducteur en premier, en deuxième. Mais je le retourne pour être dans le bon sens, puisque CO2 le produit. Donc je mets ce que j'ai surligné en bleu en premier. CH3, CH3, sa formule brute, c'est C2H6. La méthode, c'est on équilibre tout ce qui n'est pas O et H en premier. C2 va donner 2 CO2, parce que j'ai 2C et 2C. Après, j'équilibre O. J'ai 2 fois 2, 4O. Donc je vais mettre 4H2O. J'équilibre l'oxygène avec de l'eau. Et après, enfin, j'équilibre H. Ici, j'ai 4 fois 2, 8H, plus 6H. Ça nous fait 14H+. Et du coup, enfin, j'équilibre les charges. J'ai 14H+, je vais rajouter 14 électrons. Pour savoir si vous avez bon, il faut avoir des électrons d'un côté et des électrons de l'autre. On équilibre ensuite les électrons en multipliant les demi-équations. Regardez ici, j'ai 4 électrons, et là j'en ai 14. Dans une réaction d'oxydoréduction, qu'on a vue en cours d'année au deuxième trimestre, on ne peut pas voir dans l'équation bilan des électrons qui se baladent. Ça se fait in situ. Mais regardez, si là je multiplie par 2, je vais avoir 28 électrons. Si là je multiplie par 7, je vais aussi avoir 28 électrons. Donc les 28 électrons vont se simplifier. Donc si je multiplie toute cette ligne-là par 7, j'obtiens 7O2, 28H+, 28 électrons, 14H2O. Et là je multiplie par 2, je vais avoir 2C2H6, 8H2O, 2 fois 2, 4CO2, 14 fois 2, 28H+, 14 fois moins, 28 moins. Et là je vois que les électrons là et les électrons là se simplifient, je suis content. En plus, les H+, se simplifient, je suis content, de chaque côté du égal, si vous voulez. Alors si je veux, je peux mettre le égal comme ça, vous voyez. Les H+, et les électrons se simplifient. On observe le même nombre d'électrons de chaque côté, et on n'a plus qu'à additionner les termes restants. Vous voyez, on fait une petite barrière ici, comme ça. Et ici, on a 2C2H6, va donner plus 7O2. Le combustible, le dioxygène, va donner 4CO2 et 6H2O. Et voilà comment on fait pour équilibrer une équation. Remarque, s'il reste des H+, ou des électrons, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors je suis sûr que c'est assez compliqué pour vous, donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer sur mon tableau comment je fais moi, pour bien vous expliquer. Alors, non, comme ça. Hop. Alors je vais en faire un direct que je sors de ma tête, donc il se peut que je fais exprès, hein. Il se peut que je me trompe, puisque je vais fermer aussi le tableau. Hop. Il se peut que je me trompe, hein, parce que je vais le faire devant vos yeux, comme si j'étais au bac. Alors par exemple, je vais me poser la question, je vais prendre un alcool. Mettons au bac, on vous dit, on a cet alcool-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Déjà, première question, nommez-le. Comment il s'appelle? Mettre, être, propre. Propane. Pas de ramification. 1, 2. Ici, un groupement OH, c'est un alcool. Propane, 2, ol. Voilà, là déjà je l'ai nommé. Première question, on est content, on a au moins un point au bac. Je le sais puisque c'est moi qui vais rédiger le sujet. Hop. Maintenant, on vous dit
que se passe-t-il faire l'équation de combustion en utilisant la méthode redox dans le dioxygène, sachant qu'on obtient du CO2 et de l'eau puisque c'est une réaction de combustion. Alors, trois possibilités. Soit vous essayez d'équilibrer comme ça, un peu à l'arrache. Si vous êtes en panique à bord, vous pouvez le faire. Vous aurez quand même les points. Moi, je vais vous montrer la discipline reine, c'est-à-dire comment équilibrer avec des demi-équations électroniques. Alors, voici ici mon combustible, qui sera du coup un réducteur. Il fait partie d'un couple combustible CO2. Voici ici l'oxydant associé. Donc ça, ce sera le premier couple. Voici mon oxydant, qui est l'oxygène. Oxygène-oxydant, facile à retenir. Ben, du coup, voici le réducteur du deuxième couple. Oxydoréduction, oxydoréduction. Je vais commencer par écrire la demi-équation de ce couple-là. Première chose à faire, là j'ai une formule développée, elle ne me sert à rien, autant mettre directement une formule brute. 1, 2, 3, C3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8, et 1 O. Et là, le deuxième, c'est le couple CH3H8, CO2. Je vais mettre la demi-équation. Je peux l'écrire comme ça, hein. Et moi je mets directement la demi-équation. Voici, ça c'est un réactif, ça sera un produit. Voilà. Voici la première demi-équation. N'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas. On équilibre tout ce qui n'est pas O et H. 3C, C. Donc si je mets un C, 1, 3. 3 fois C, 3 fois C. Ensuite j'équilibre O. 3 fois 2, 6 O. 3 fois 2, 6 O. Là j'en ai déjà un. Donc il m'en faut 5 encore. Donc ici je vais mettre 5 et j'équilibre les oxygènes avec de l'eau. Parce que l'oxygène tout court ne se balade pas tout seul. Et je ne peux pas équilibrer avec ça puisqu'on s'en sert autre part. 3 fois 2, 6, 5, 6. Et ensuite, j'équilibre les H. 5 fois 2, 10, 10H. Donc là, j'ai 10H. Là, j'en ai 8. 8H. 5 fois 2, 10 plus 8, 18H. Donc ça fait 3 CO2 plus 18. Alors, je vais mettre des couleurs. 18H+. Et ensuite, j'équilibre les charges. Ici, j'ai 0 charge, vous voyez bien, pas de plus, pas de moins. Là, j'ai 18+, je vais donc ajouter 18 électrons. Voilà. Je vérifie, hein. 3C, 3C, 3 fois 2, 6O, 5 et 1, 6O, 5 fois 2, 10, plus 8, 18, si je ne me trompe pas, là 18H+, 18+, 18-. Voici ma première demi-équation. La deuxième demi-équation concerne le couple O2H2. C'est dans le cours, O2H2. Alors celui-là, il faut limite le savoir par cœur parce qu'il est toujours là. O2 va donner pas H2, H2O, pardon. J'équilibre tout ce qui n'est pas O et H, il n'y en a pas. J'équilibre ensuite ce qui est O. J'ai 2 O, j'en ai qu'un seul là. Donc ici, je vais mettre un 2. 2 fois O, 2 fois O. J'ai 2 H ici, 2 fois 2, 4 H. Donc ici, je vais mettre 4 H+. O et H sont équilibrés. Maintenant, les charges. J'ai 4 plus là. Ici, j'en ai pas des plus. L'eau est neutre. Ici, je vais mettre 4 moins. L'eau est neutre, mais polaire. Petit rappel. Je prends un peu de recul, je suis content parce que je vois que ici, il y a les H et les électrons. Et de l'autre côté de la demi-équation, il y a les H et les électrons. Donc je sais que je vais pouvoir les simplifier. Vous voyez? Et bien maintenant, il faut que je m'arrange pour multiplier ici et ici. Vous voyez? Les équations pour pouvoir simplifier tout ça. Alors comment je peux faire? 4 x 4, 16, ça va pas. 5 x 4, 20, ça va pas. Ici, je peux faire peut-être x2. Alors je vais galérer, hein, parce que je ne l'ai pas fait devant vous. Donc la meilleure façon de faire, limite, si vous ne savez pas, c'est de faire x4 ici et x18 ici. Comme ça, on est sûr que ça va se simplifier. Alors, je mets vraiment en condition élève. Hein. Je prends ma calculette. Parce
Ce que je peux faire aussi. Voilà ma calculette. N'hésitez pas à le faire de l'autre côté. 4,5 fois 9. Alors attendez. Eh ben, je viens de trouver une solution. Regardez. Ici, on ne voit pas, tant pis. Ici, si je fais fois 9, et là, fois 2, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors, je l'ai fait un peu au pif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 18 divisé par 4. J'ai trouvé 4,5. 4,5, c'est 9 demi. Du coup, j'ai fait fois 2 et fois 9 là. En gros, j'ai fait un peu au pifomètre, quoi. Regardez bien. Hop, là, je vais avoir l'équation qui va apparaître. Ici, c'est des égales. Ici, c'est une réaction. Je vais commencer par les électrons. 2 fois 18 électrons, ça fait 36 électrons. Ici. 9 fois 4 électrons, ça fait 36 électrons aussi. Ok? Maintenant, je vais faire les H. 2 fois 18, 8 et 8, 16. Ici, j'ai 36 H+. Ici, 9 fois 4, 36 H+. Bon, je vois déjà que j'ai bon parce que ça se simplifie. Après, je vais mettre les vraies molécules. 2 fois C3H8O. Alors là, je suis en train de vous faire le plus dur. Plus 2 fois 5, 10H2O. 10H2O. Plus ici 2 fois 3, 6CO2. Plus, bah ça c'est fait. Cette partie-là, 9 fois O2. Ça c'est fait. Et ici, 9 et 9, 18, plus 18 H2O. Si je fais des erreurs de calcul mental, je suis nul, n'hésitez pas. Je prends un peu de recul et je regarde ce qui peut être supprimé. 36 électrons, c'est bon. 36H+, 36H+, c'est bon. CO2 est d'un côté, CO2 est de l'autre, c'est bon. Là, j'ai 10H2O et là, j'ai 18H2O. 18 moins 10, je peux simplifier l'H2O ici, tant mieux parce qu'on ne brûle pas dans l'eau. Donc ça aussi, vous voyez, c'est bien logique. Et remplacer ici, tac, par 8H2O. Voilà. Et du coup, après, je prends mon petit truc et j'obtiens. Hop. Tout s'est simplifié là. Tout s'est simplifié. Ça, je vais le rajouter. Hop. 2 C3H8O. Plus, on avait dit combien? 10 O. Eh ben, 2 moles de pentane de Hall plus 10 moles de dioxygène vont donner 6 moles de CO2 plus 8 moles d'H2O. Voilà, je viens de résoudre devant vous le truc. Alors je ne l'ai pas fait avant, je vous le promets. On vérifie, hein, 2 x 3, 6C, 6C. 10 O2, 20 O plus 1, 21. Donc là, 6 x 2, 12, 21. Et pareil pour les H. Donc on est sûr d'avoir bon. On continue. J'ai refait un exercice, un exemple pour vous bien que vous imprimiez le truc. Hop. Rassurez-vous, le vote sera plus simple. Combustion d'un alcool de méthanol, CH3OH. On écrit le demi-équation redox dans le bon sens et on les multiplie pour équilibrer les électrons. Couple O2H2O, comme tout à l'heure. Le même couple. Voyez. Couple CO2, CH3OH. Alors déjà, CH3OH, on va le simplifier, on va dire que c'est CH4O. On va faire sa formule brute. Et on le retourne pour être dans le bon sens puisque CO2 le produit. CH4O donne CO2. Si j'équilibre 1C, 1C, c'est bon. Ensuite les O. 2O, j'en ai qu'un ici. Donc je vais rajouter une molécule d'eau pour avoir 2O. 2O, 2O. Ensuite les H. 4, 5, 6 H. Du coup, j'ajoute 6 H+. Et je remets 6 électrons. Parce que plus et moins se simplifient. Après, je dois simplifier les électrons de chaque côté. Ici, j'en ai 6
Ici, j'en ai 4. 2 fois 6, 12. 3 fois 4, 12. Donc j'ai multiplié chaque ligne par 3 et par 2. Du coup, ça fait quoi? 3O2 plus 12H+, plus 12O-. 3O2 plus 12H+, plus 12O- va donner 6H2O. Celle-ci, ça fait quoi? 2CH4O, c'est l'éthanol, hein, le méthanol, pardon. 2CH4O plus 2H2O, plus 2H2O, va donner 2CO2 plus 12H+, plus 12 électrons. Je vérifie bien que j'ai les H+, et les électrons d'un côté et de l'autre. Vous voyez, ils peuvent se simplifier. Je les simplifie et je rajoute 2CH4O, 2CH4O, plus 2H2O, mais ici il y a 6H2O, donc 6 moins 2 ça fait 4, donc il y aura 4H2O, plus 3O2, plus 3O2, donne 2CO2, donne 2CO2. Et naturellement, c'est une réaction qui est totale. Voilà un peu, c'est toujours la même chose. Donc si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi encore. Je sais que c'est pas facile, notamment en distanciel, d'expliquer ça sans les mains. C'est une partie assez compliquée, mais bon. Et voilà pour le cours. Dernière chose à voir, donc déjà pour faire un petit bilan simplifié, la combustion c'est une réaction d'oxydoréduction avec deux couples, un couple O2H2O, un couple CO2 combustible, qu'on inverse parce que le combustible est réactif. Ce couple-là, parce que finalement c'est toujours la même demi-équation, hein, elle est facile à trouver. Pour le couple combustible, ça dépend du combustible, et on sait que le combustible va donner du CO2. Après, on se débrouille pour équilibrer les O, les H, les électrons avec la méthode du cours du deuxième trimestre. Après, on se débrouille pour avoir la même quantité d'électrons de chaque côté, en multipliant les lignes par des chiffres. On réécrit les lignes avec les chiffres, on additionne toutes les lignes, et on observe le même nombre d'électrons de chaque côté, on simplifie le tout, et on obtient les équations bilan. Si vous galérez, c'est toujours combustible plus dioxygène donne CO2 plus H2O, et dans ce cas-là, vous utilisez la méthode vue en quatrième, c'est-à-dire un peu au pif, quoi. 2C, 2C, etc., etc., etc. Dernière chose à voir qu'on aurait dû voir en TP, donc je vais aller dessus rapidement, puisqu'on ne l'a pas fait en TP. Le pouvoir calorifique d'un combustible, c'est tout simple. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée en joules, l'énergie en joules, par la combustion de 1 kg de combustible. Alors je vous ai mis un petit tableau. Par exemple, si je brûle 1 kg d'hydrogène, j'ai 142 mégajoules qui sont émises, de chaleur si vous voulez. Si je brûle 1 kg de butane, qui est le gaz de ville, j'obtiens 49,5 mégajoules. L'essence est un peu moins puissante. Si je brûle 1 kg d'essence, 47,8 mégajoules. Méga. Diesel, 44,8. Éthanol, 29,7. Bois, 15 mégajoules. Petite remarque intéressante, pour finir sur une note moins festive. Un être humain qui fait un marathon dépense aux alentours de 8 mégajoules. Donc, un petit kilo d'essence contient 6 fois plus d'énergie qu'un marathonien de niveau olympique. C'est-à-dire que si je prends l'énergie d'un marathonien, qui fait 42 km, et ben, 1 litre d'essence, si je mets de l'essence dans mon marathonien, au lieu de se servir de son organisme, il va pouvoir faire 252 km. Vous comprenez pourquoi on utilise l'essence. 1 litre d'essence est 6 fois plus énergétique que le meilleur marathonien qui existe sur Terre. Et qui existera toujours sur Terre. Donc les combustibles fossiles, les molécules organiques, quand elles brûlent, ce qu'on vient de voir là, dégagent énormément d'énergie. Et 6 fois, c'est un chiffre, les 8 mégajoules, j'en suis même pas sûr, hein, c'est à revoir, mais 6 fois, c'est un petit chiffre. Voilà, donc on verra là, pour le prochain cours, après tout ça, comment calculer le pouvoir calorifique d'une combustion dans une combustion. Ceux qui sont intéressés par toutes ces questions d'énergie, je vous conseille d'aller sur YouTube. Voilà, alors ça lag un peu. Vous tapez Jean Covici, qui est un peu l'expert dans la matière en termes d'énergie. Et alors attention, il faut vous accrocher parce que c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais bon, pourquoi pas. Et vous allez voir, par exemple, une de ces conférences, mais bon, ça c'est pour. Voilà. Vous allez voir le cours des mines, pour ceux qui veulent faire une classe prépa, etc. Et vous allez voir toutes ces vidéos sur le cours des mines, notamment celle sur l'énergie. Et là-dessus, il expliquera plein de choses sur l'énergie. Peut-être même mieux que moi. D'accord? Et ça vous donnera, donc il y a 6 cours de 2 heures, 6 ou 7 cours de 2 heures. Ça vous donnera un aperçu complet de l'énergie fossile sur cette planète.
et ça peut être une bonne extension au cours sur la combustion des énergies fossiles, des combustibles organiques fossiles. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je mets le cours en live, là, incessamment sous peu, sur YouTube, et je vous envoie une activité à faire, la combustion du méthane dans le dioxygène, la combustion de l'éthanol dans le dioxygène, et la combustion du propanol. Alors ça, c'est ce que je viens de faire juste à l'instant au tableau, donc n'hésitez pas à regarder le cours, à essayer de faire. Toujours pareil avec les demi-équations. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes au top des demi-équations d'oxydoréduction pour la première et la terminale. S'il y a des questions, n'hésitez pas, j'en ai fini avec le cours. Je fais une pause dans le micro 2 secondes.